Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Et on va démarrer tout de suite avec Damien qui va nous parler d'art et de prise de décision. Damien. Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous rejoindre le vendredi matin. Aujourd'hui, j'ai d'autant plus de plaisir à vous parler que je vous parle de Naples. Donc Naples, c'est une ville dramatique, avec bien évidemment une éruption 79 ans après Jésus-Christ, mais aussi une ville qui est pleine d'art. Et donc, j'ai choisi de vous parler d'art et comment est-ce que l'art peut nous aider dans la gestion de nos entreprises, dans la gestion de vos entreprises, à travers, on va dire, des arts essentiellement visuels. Donc, je me réjouis de vous parler de ça aujourd'hui. Euh, Alors, nous y voilà directement. Donc, j'ai intitulé cette chronique de l'art comme aide à la réflexion et à l'analyse. Une première citation qui m'a beaucoup inspiré et qui me travaille en ce moment, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss qui nous dit qu'une société ne peut se maintenir si elle n'est pas attachée inconditionnellement à des valeurs, lesquelles, pour être inconditionnelles, doivent avoir un aspect sensible qui les protège du travail de sable de la raison. Juste pour une mise en perspective, donc Claude Lévi-Strauss, c'est un anthropologue, un ethnologue français qui a créé l'école du structuralisme, qui dit en fait que les structures des sociétés ne varient pas suivant les pays, suivant les géographies, suivant les temps. Il a écrit notamment un livre qui s'appelle Triste Tropie. Et ce qui m'intéresse dans cette citation-là, c'est aller au-delà des sociétés, aller au-delà des tribus et se poser la question, est-ce que ce n'est pas la même chose pour nos entreprises dans le fond? Et la question que j'ai envie de vous poser, avant même de rentrer plus dans le détail, c'est quelles sont les valeurs inconditionnelles et sensibles qui fondent et soutiennent l'histoire de votre entreprise? Le mythe au sens étymologique, le storytelling, le mythe fondateur qui permet de partager une vision avec tous ceux qui vous côtoient. L'intuition de cette chronique a commencé au musée archéologique de Naples quand j'ai fait un grossissement. Donc, vous voyez cette espèce de couleur mordorée, ce florilège de marron et de doré ne veut pas dire grand-chose. Mais quand on le met en perspective, il prend tout son sens. La première approche ou la première question qu'on peut se poser, c'est le micro versus le macro. Comment est-ce que je fonctionne moi-même? Comment est-ce que mes équipes fonctionnent? Comment est-ce que je prends mes décisions? Est-ce que je fais plus d'attaches au micro ou au macro? De la même façon, dans les prises de décision, dans l'élaboration de mes budgets, dans la création de mes prix, est-ce que j'ai une approche top-down, donc on part du haut vers le détail, ou bottom-up, donc du petit détail vers le haut? Ce qui m'intéresse dans cette première approche visuelle, c'est de voir comment il y a un lien, où il peut y avoir un lien, où je peux faire des liens, où vous pouvez faire des liens entre une approche artistique et une approche business. Car souvent, il est possible, quand il y a des blocages, d'utiliser des médias différents. Je vais vous donner une anecdote un peu plus personnelle. Les 5 jours que je me passais à Naples étaient avec mon papa. Et au fur et à mesure des musées, la relation s'est assouplie et des passages qui se sont créés. Question donc, dans votre entreprise, vous êtes plutôt micro ou macro, top-down ou bottom-up? Parmi vos collaborateurs ou dans votre propre pratique, comment est-ce que vous fonctionnez? Pour aller un peu plus loin dans cette réflexion, j'ai invité 3 peintres que vous connaissez certainement, Georges Seurat, Piet Mondrian et Pablo Picasso, qui, vous verrez, peuvent s'inscrire dans une continuité et peuvent nous aider dans notre réflexion. Juste une petite perspective historique. Donc, les protagonistes qui se succèdent en fait dans l'histoire. Donc, Seurat d'abord, ensuite Mondrian et Picasso. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir la durée de leur vie. Notamment pour Picasso, on sait le monstre de production qu'il était. Et ça permet d'expliquer un certain nombre de choses, et notamment l'agilité du personnage. Donc, la première transition, donc on passe de notre micro-céramique de Pompéi à l'approche de Seurat, qui finalement est assez sensible, assez similaire, mais il y a pourtant 18 siècles qui les séparent. Donc, Seurat, ce qui est intéressant, c'est qu'il est post-impressionniste et il allie des qualités qui sont pourtant parfois contradictoires. Il est à la fois extrêmement scientifique, donc sur les analyses optiques, sur l'analyse de la vision, et sur la sensibilité, avec 2 écoles qu'il a fondées, qui est l'école pointilliste et chromoluminariste. Donc, on associe des toutes petites touches pour arriver à une grande histoire. Donc là, c'est un tableau très célèbre
Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il a mis près de 2 ans à le réaliser et à peu près 60 esquisses et croquis préparatoires avant d'arriver à ça, ce qui est totalement opposé à ce que faisaient les impressionnistes à l'époque, puisqu'ils peignaient en fonction de leurs impressions et leurs émotions. On passe sans transition à un autre peintre, qui est Mondrian, et ça m'a très surpris de voir que Mondrian, à ses débuts en tout cas, avait une approche assez similaire à celle de Seurat, donc pointilliste, par petites touches. Alors, comme vous le savez, vous allez découvrir maintenant que Mondrian est beaucoup plus connu pour ses grandes touches, ses grands aplats, et son approche, on va dire, plutôt carrée, avec des lignes très proches du cubisme. Évidemment, ça nous rapproche du grand maître, donc de Picasso. Ce qui m'intéresse dans Picasso, c'est, donc on a vu que Picasso avait vécu 92 ans. Picasso, pour moi, c'était bien évidemment le cubisme. J'avais en tête les périodes roses et les périodes bleues. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai regardé toutes les périodes différentes dans Picasso, c'est qu'il a su s'adapter au style de toutes les écoles, comme il avait vécu longtemps, mais aussi au lieu où ils habitaient, et forcément aussi, vous le savez, sans rentrer dans la polémique, à toutes les muses qu'il a côtoyées. Donc on voit que Picasso est capable de faire des synthèses, de s'adapter extrêmement rapidement aux circonstances et au contexte, et ça, c'est intéressant pour nous comme chef d'entreprise. Alors on peut avoir une approche assez classique, qui est une approche linéaire. On se dit, OK, on commence par Pompéi. Ensuite, évidemment, on a une transition vers Seurat. On passe ensuite vers Mondrian et on aboutit à Picasso. Mais l'approche linéaire, en fait, n'est pas la plus intéressante. C'est une approche assez classique. Moi, j'ai essayé de mettre tout ça dans une matrice pour essayer de comprendre comment est-ce que ces différentes approches, pointillistes, détaillées, micro, macro, cubistes par touche, peuvent nous donner des enseignements pour prendre des décisions, pour gérer nos entreprises, pour gérer les relations à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Donc, j'ai imaginé une matrice assez simple, mais qui permet d'illustrer différents types de comportements. Donc, il y a 2 axes, un axe micro et macro, et un axe nuancé et un axe tranché. Alors, ça se rapproche un peu à la matrice que vous avez tous, urgent, important. Et ce qui est important pour moi, il y a plusieurs choses dans cette matrice-là. La première, c'est être bien conscient qu'il y a 4 cadrans possibles. Dans quel cadran je me situe habituellement? Dans quel cadran se situent habituellement mes interlocuteurs? Et en cas de blocage, comment est-ce que cette analyse et cette matrice-là peut nous permettre de débloquer la situation et d'aller plus loin? Il y a toujours une complémentarité, il n'y a jamais une bonne réponse, il y a toujours différents possibles. Et je pense que l'art, c'est de savoir les combiner, c'est de savoir les agencer et de savoir aussi faire des contre-pieds. Donc, mon commentaire sur cette matrice-là, c'est savoir maîtriser la distance pour atteindre la pertinence. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a soit des alliages, soit des alliances, des combinaisons, ou soit des partis pris ou des contre-pieds possibles dans une négociation ou dans une discussion avec un client ou un employé. En conclusion, et pour être assez bref sur ces différents éléments, les points importants et les points que je veux souligner sont les suivants. Premièrement, c'est l'importance des valeurs. C'est la citation de Lévi-Strauss. C'est au-delà de la rationalité, au-delà des ratios, au-delà des chiffres, au-delà des unités, il y a l'importance d'avoir des valeurs dans le narratif, dans la vision de la société, de votre entreprise, pour pouvoir aller plus loin et amener tout le monde avec vous dans un rêve et dans une vision. La deuxième point ou le deuxième commentaire, c'est plus une incidente, c'est quelle place donnez-vous à la beauté dans votre entreprise? Quelle place donnez-vous aux émotions? Car pour motiver des hommes, pour motiver des femmes, il faut bien évidemment passer par les émotions. Le troisième point, c'est avoir bien conscience qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse qu'il faut savoir combiner. Donc évidemment, le micro et le macro. On a vu aussi le tranché et le souple, et savoir dans quelle position on est, dans quelle partie de la matrice nous nous trouvons, pour pouvoir se donner le choix de la juste distance pour pouvoir prendre la décision. Dans cette distance-là, j'associe aussi le temps. On peut commencer évidemment par une situation qui est, on va dire, micro et relativement floue, pour aboutir à quelque chose qui est macro et tranché. Et le dernier point qui est plus une interrogation, c'est pour une approche esthétique de la décision, c'est-à-dire au-delà de la rationalité, rentrer les émotions, le senti, qui sont évidemment une place du discernement, notamment auprès des grands du discernement, donc je pense à Saint Ignace de Loyola, et aux jésuites. Je vais terminer par une question qui pour moi est évidente.
Vous savez tous que dans l'idiot de Dostoïevski, c'est le prince Mishkin qui dit par deux fois, la beauté sauvera le monde. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est, et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que la beauté peut vous permettre d'avancer dans votre entreprise? Pour finir, une injonction, soyons beaux, soyez beaux, et tous mes remerciements. Merci Damien pour cette belle chronique. Tu parles de discernement, je résonne très fortement. J'ai beaucoup aimé toute la structure que tu as donnée. Ça pose effectivement la question de la place de tout ce qui est hors la raison, tout ce qui est intuition, tout ce qui nous anime. Je trouve ça très précieux. Est-ce que les uns et les autres, vous avez des questions? Bah, moi, j'aime bien l'idée que, effectivement, dans une décision, une solution, notamment dans nos entreprises, qui soit associée cette notion de beauté, d'harmonie, c'est-à-dire qu'effectivement, des solutions s'imposent comme étant judicieuses parce qu'effectivement, elles comportent une forme d'harmonie avec le moment, avec l'écosystème, avec les équipes. Voilà, c'est cette notion de beauté, d'harmonie, je la vois bien aussi dans les solutions qu'on peut être amené à choisir, à mettre en place. Merci de ta remarque. J'ai deux incidentes. Euh, D'abord des exemples. Souvent, dans les décisions sur des budgets ou sur des prix, euh, on fait énormément d'analyses, énormément de tableurs, mais au dernier moment, pour trancher, il y a toujours un moment qui est purement émotionnel et intuitif en disant ce prix-là est le bon, ce budget-là, je le sens bien. Donc ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque, c'est, je pense que vous connaissez tous la différence entre le kairos et le chronos. Euh, le chronos, c'est le temps mesuré, donc c'est les heures, les minutes, les jours. Et le kairos, c'est le temps de l'opportunité. C'est le temps qui est bon, c'est le temps qui est bien pour prendre la décision. Et généralement, c'est le temps qui est convenable et le temps de l'opportunité. Et donc, je pense que cette analyse un peu plus émotionnelle, hors de la raison, euh, permet aussi de justifier le kéros. Merci. Je vois que le silence se fait, c'est atroce. Hein. Non, mais j'étais en train de réfléchir à cette association que tu fais entre Le Beau et Picasso. Et, évidemment, ça paraît pas le truc le plus évident, mais après tout, gardons un esprit ouvert. Alors, la citation célèbre, c'est des goûts et des couleurs. Peut-être faut pas en discuter trop. Oui, alors j'avais un camarade de sadomaso qui disait que c'était les coups et les douleurs qu'il fallait mettre dans la citation. Ah, ça fera l'objet d'une autre chronique, je vous promets. On l'attend avec impatience. Je ferai un dialogue improbable entre Proust et le marquis de Sade. Ouais, hein, on attend ça avec impatience. Alors, Damien, il y a une question qui nous est envoyée par Patrick qui pose la question de savoir si on a des exemples autour de nous, Melsion ou autres, d'entrepreneurs qui mettent de l'art dans leur entreprise. Alors, moi, je sais pas, moi j'en ai un tout de suite qui me vient à l'esprit. Il y a l'un de mes clients qui est un fan d'art contemporain, qui travaille dans l'hôtellerie, vous le reconnaîtrez, et qui est très attaché justement à ce que les domaines qu'il dirige aient cette dimension artistique et donc qu'il y ait des œuvres d'art dedans. C'est un élément de réponse pour cette question. Est-ce que Damien, toi, tu as d'autres points en tête? Oui. Alors, une marque que vous connaissez tous, qui est Hermès. Euh, j'ai eu vent d'un rendez-vous avec Jean-Louis Dumas Hermès dans le cadre d'une acquisition. Euh, et donc, Jean-Louis Dumas Hermès accueille les personnes qui viennent lui présenter un dossier d'acquisition. Et il leur dit, avant de parler affaires, je vous propose que nous allions faire un tour sur la terrasse, donc la fameuse terrasse du 24 Saint-Honoré. Et là, il leur demande, j'aimerais bien qu'avant que nous commencions à discuter, vous pouviez me donner 3 noms de plantes que nous allons voir dans le jardin. Et je trouve ça absolument fabuleux parce que ça replace les choses au bon endroit, notamment pour une entreprise comme Hermès,
il y a quand même le culte du beau et qui le fait avec brio. Un autre exemple chez Hermès, c'est les vitrines qui sont un truc incroyable. Et donc ça serait mon autre exemple immédiat. Il y a une autre chose aussi, il y a un business qui se développe bien, c'est la location d'œuvres d'art par les entreprises, des solutions d'achat en leasing ou simplement de location. Voilà, on se fait plaisir, on loue pendant quelques mois, quelques années une œuvre et puis on change, etc. Il y a plusieurs boîtes qui sont positionnées là-dessus et ça marche apparemment assez bien. C'est probablement une assez bonne manière. J'ai souvenir d'un client qui collectionnait l'art et comme il avait une entreprise qui avait bien réussi, il avait une très jolie collection. Euh, C'était vraiment sa passion et, euh, et qui s'arrangeait avant de prendre une décision pour passer un moment dans sa collection. On peut le faire à beaucoup moins cher en allant faire un tour dans un musée. Quand on a une décision importante à prendre, c'est probablement une bonne idée que de se laisser influencer par la beauté, par éventuellement le choc, Mm. quelque chose qu'on ne trouve pas beau. Et c'est toujours cette idée que mets-toi devant un tableau que tu n'aimes pas, reste-y et essaye de le comprendre. Et finalement, cette dissonance, cette douleur que tu ressens devant cette œuvre va te donner de l'information sur toi-même. Mm. Alors, moi, j'ai un exemple plus directement business. C'est l'exemple de Parrot. Quand Parrot a fait des objets grand public, alors qu'ils étaient jusque-là à faire des objets qui étaient plutôt vendus en OEM, c'est-à-dire des puces électroniques qui étaient planquées dans les tableaux de bord des voitures. À un moment, Parrot a eu l'idée de faire deux objets notamment. Un qui était des enceintes connectées à mettre dans son salon, et l'autre était de faire des cadres photos qui se mettaient sur la commode du salon ou la table basse. Et dans les deux cas, Henri Seydoux avait pris la décision de faire intervenir des designers connus. Donc par exemple, pour les enceintes, c'était Philippe Stark. Ça avait un double intérêt. Le premier, c'est que c'était beau, et que c'était différent. Et le second, c'est que ça apportait une forme de branding, une forme de marque que Parrot n'était pas capable de fournir en tant que tel. Donc, les enceintes par Philippe Stark, eh ben, c'était euh, celle que tout le monde demandait, euh, sans savoir peut-être que c'était de Marc Parrot, mais pas grave, la marque Parrot, elle allait arriver après. Alors, Donc il y a ça, une c'était dernier éclairage qui nous est donné par Patrick, qui posait la question. Et je trouve ça chouette parce que ça renverse la perspective. Il indique que la Société Générale à la Défense a réservé un étage pour permettre aux employés d'afficher leurs œuvres d'art, une sorte de mini-musée pour employés. Je trouve ça intéressant parce que là, on est dans le mouvement inverse, faire venir, euh, enfin, reconnaître le talent hors champ des gens qui travaillent avec nous euh, et les mettre en avant. C'est intéressant. Ça participe d'une attention à la création de l'autre. Alors, pour répondre à cette question de Patrick, est-ce qu'il y a des études concernant le bien-être des salariés entourés d'art? J'ai l'impression que ça impacte la productivité. Il y a un exemple assez connu dans le monde du management qui est celui de cette entreprise de logiciels qui est leader sur son secteur, qui est l'analyse statistique depuis les années 80. Donc, imaginez une entreprise qui est aujourd'hui encore le leader de son domaine depuis les années 80 dans le domaine aussi changeant que celui du logiciel. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle SAS Institute. Au siège social de SAS, ils payent des chanteurs d'art lyrique pour chanter pendant le déjeuner. Et enfin, c'est très particulier hein, chez SAS. Ils ferment la barrière du parking à 17 heures, je crois, ou 18 heures.
Ce qui fait que si vous voulez partir après, c'est possible, mais il faut aller chercher la clé, sortir, ramener la clé. Enfin bref, tout le monde est parti avant 18 heures. Et le fondateur dit qu'en fait, ses actifs, ce sont ses collaborateurs et que ses actifs partent tous les soirs à 18 heures et il prie pour qu'ils reviennent le lendemain à 8h30 euh, parce que sinon il a perdu des actifs. Donc Mm. c'est une vision réellement, c'est actif au sens asset, au sens La les- valeur. la valeur, les immobilisations de son entreprise. C'est les immobilisations immatérielles. Et donc, voilà. Alors, question.